Bienvenue sur Attitude Move It pour le début de cette deuxième saison. Merci aux auditeurs qui sont encore avec nous. Attitude devient Attitude Move It, un média, donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et c'est parti, je vous laisse avec ce premier épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Attitude Move It. On est avec EMF Training aujourd'hui. Merci Mehdi pour l'invitation. Donc, je présente rapidement, on est avec Ruben, donc le head coach et créateur de EMF Training, excuse my French, et Jules Fauché, coach, et moi-même qui manage la structure. Donc, merci encore pour l'invitation et puis on va parler programmation, crossfit, un peu business aussi autour de tout ça. Ouais, avec plaisir. Je suis content de vous recevoir. Alors, il n'y a pas toute l'équipe de MF. La table n'aurait pas été assez grande. Vous êtes beaucoup. Mais merci d'avoir répondu à l'invitation. Et j'ai plein de questions à vous poser parce que EMF, ça fait un moment que ça existe. Ça se développe bien en ce moment. On vous a vu sur pas mal de compètes à l'organisation et puis à la programmation aussi. Donc merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci on attaque. Merci à toi. On attaque, moi je suis chaud. Allez, top. Théo, bon, merci d'avoir présenté l'équipe. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui peut nous parler de la signification de EMF ? C'est à moi ça, non ? Ouais. Alors en fait, quand j'ai créé EMF, quand j'ai créé la page Insta, ça remonte à 2018. Ouais. J'ai créé la page Insta, je vous cherchais un nom. Et en fait, j'avais en tête Excuse My French parce qu'en fait, au moment de la création, je voulais créer une structure de coaching en France qui était capable de coacher des athlètes de haut niveau. Et en France, à cette époque-là, ça n'existait pas encore. Tous les athlètes français étaient coachés par des structures étrangères. Et du coup, il y avait le truc de, en France aussi, on peut le faire. Donc, Excuse My French. Et aussi parce que c'était une expression que aux États-Unis, ils utilisent quand on dit une grossièreté. Pour s'excuser, on dit Excuse My French. Et du coup, ça se joignait bien. Et je me disais, on va l'appeler Excuse My French. Parce qu'en France, on peut coacher des athlètes de haut niveau et on peut dire des grossièretés aussi. C'est vrai que c'est pas une traduction qu'il faut prendre au sens littéral. On nous a pas mal dit genre excuse mon entraînement français parce que les gens lisent mot à mot. Ouais. Mais en fait, il y a l'expression derrière et quand tu mets tout bout à bout, ça rend bien quoi. Ouais, j'aime bien le storytelling. Donc aujourd'hui, c'est toujours... Tu le gardes comme ça ? T'as pas envie de le faire évoluer ? Non, après on a rebrandé un peu EMF pour que ce soit plus facile à retenir et que les gens disent juste EMF et disent pas Excuse My French. Mais c'est Excuse My French toujours, EMF. EMF, aujourd'hui dans le top 5 des programmations dans le CrossFit. Bon déjà, ça fait quoi d'être dans le top 5 des programmations dans le CrossFit ? Ça fait du bien le matin. Non, je rigole. Nous, on se rend pas trop compte parce que au final, on est focus sur le travail et sur les objectifs qu'on se fixe. Pour moi, il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est pas une fin en soi de se dire... Alors pour Théo aussi, parce que c'est son job de se dire on a tant de followers par rapport aux concurrents et tout. Mais moi, l'objectif, c'est d'amener des athlètes aux Games, pas qu'un seul. Et réussir à faire en sorte que la France soit un pays de CrossFit et soit un peu comme le Brésil et au football, la France soit au CrossFit la nation un peu référence. Ou un peu comme les Géorgiens avec la lutte ou le MMA. Ouais. Quand on se dit ok, les athlètes français, c'est des badass, ils sont forts. Les Géorgiens au MMA ? En lutte ? Non, ouais, plutôt le Daghestan. Ouais, plus au lutte. Daghestan. Ouais, Daghestan. J'aurais plus dit ça. Aujourd'hui, la France, c'est pas un pays de CrossFit ? Si, ça le devient. Ça le devient ? Ça le devient. Je sais qu'il y avait un chiffre qui était sorti, je sais pas si c'est en... On est les deuxièmes mondiaux en fait en termes de boxe dans le pays. Ouais, de nombre d'affiliés. Derrière les États-Unis. D'accord, mais est-ce que ça se reflète dans les compétitions et dans les résultats dans les compétitions ? Alors dans les résultats des compétitions françaises, oui, on a beaucoup d'athlètes qui ont un très bon niveau, mais c'est vrai que généralement quand les athlètes français partent en compétition, ne serait-ce qu'en Europe ou aux États-Unis, déjà ils sont peu nombreux sur les floors, et surtout il y a tout le temps, quand ils reviennent, ce retour d'expérience qui est le niveau est totalement différent en Europe et encore plus aux States. Et on a l'année dernière, du coup, on n'a pas eu, on a eu Victor qui était qualifié. Victor et Claudia qui étaient qualifiés, et puis voilà, ça fait 2 athlètes sur un fil de 40 mecs et 40 filles. Donc on n'est pas encore... en gros, la statistique des box n'est pas reflétée forcément sur le haut niveau compétitif. D'accord. Pas encore. Pas encore. Ouais. Donc pour toi, ton goal, ça serait d'amener un maximum d'athlètes en compétition. Mais moi, je me positionne plus en chef d'entreprise. Ça serait pas qu'il y ait un maximum de personnes qui soient affiliées à votre programmation.
Si, bien sûr. Évidemment, il faut en vivre. Donc, il faut des gens qui font la programmation. Aussi, il y a la volonté de faire en sorte que les gens atteignent leur plein potentiel en dehors des CrossFit Games. Tous les gens qui s'entraînent en CrossFit, le CrossFit, c'est un sport chronophage. C'est un sport qui prend beaucoup de temps, très engageant. En général, quand on se met à faire des compétitions de CrossFit, on mange CrossFit, on dort CrossFit, on vit CrossFit. Et le but, c'est que les gens qui s'entraînent dans ce but-là puissent atteindre le maximum que leur permet leur potentiel. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est ça. Faire en sorte que les gens qui intègrent la programmation, que ce soit en coaching perso, que ce soit sur nos programmations standards, ou même sur la affiliate, donc la programmation pour les salles affiliées CrossFit, donc la programmation qui propose un programme pour les groupes classes des salles de CrossFit, que chaque chose soit de la meilleure qualité possible pour que chaque personne puisse progresser en fait. Et surtout qu'ils restent engagés dans la pratique. On veut aussi qu'il y ait du monde qui fasse du CrossFit. Moi, personnellement, je crois vraiment à la méthodologie. Je pense vraiment qu'on peut, avec le CrossFit, lutter contre la décrépitude, lutter contre l'obésité, le diabète de type 2 et tout ça. Donc, si on a des gens dans des box qui progressent, ou même en dehors ou même des gens qui font des compétitions et qui progressent, ils resteront engagés dans l'activité. Donc, il y a aussi cette volonté-là, bien sûr. Donc, qu'il y ait du monde sur la programmation aussi. Et puis on sait qu'il y a une forte corrélation entre le nombre d'athlètes au très haut niveau que tu as dans ta programmation et le nombre d'athlètes derrière, un petit peu par ruissellement, qui viennent sur tes programmations standards. Ça reste ta vitrine. Les gens sont beaucoup plus convaincus par la preuve sociale et les résultats, la notoriété. Donc c'est clair que plus tu as des gens au haut de la pyramide, plus derrière tu sais que tu vas avoir des répercussions sur ta programmation. Donc les deux vont de pair en fait. Tu peux pas vraiment développer l'un sans l'autre. En tout cas dans la niche qu'on a. Aujourd'hui, vous n'êtes pas les seuls à faire ça en France. Il y a des concurrents. Et qui sont vos concurrents ils sont identifiés évidemment. Oui, bien sûr. Bon, on les croise à chaque compétition. Ça se passe bien. Maintenant, au début, quand le monde du CrossFit français était relativement jeune, il y avait un peu cette méfiance en mode, on se posait la question, est-ce qu'il y a assez de monde pour tout le monde? Et puis maintenant, avec le temps, avec les années, maintenant on sait que tous on fait notre petite bout de chemin. Donc quand on se croise, forcément on se serre la main et puis on suit un peu ce que l'autre fait. Indirectement, même si c'est pas toujours volontaire ou si c'est pas toujours direct. Mais oui, maintenant ils sont identifiés, on se parle, on se connaît et on se serre la main quand on se croise en compétition. Voilà. Ça veut pas dire qu'on leur fait des cadeaux non plus, mais, ou qu'eux nous en font. Mais voilà, bien sûr, on les connaît. Mais c'est une compétition qui est saine? Ou c'est vraiment c'est une bonne concurrence, ça vous... Est-ce que ça vous aide à vous dépasser dans ce que vous proposez à vos adhérents? Oui, la concurrence, je pense, dans n'importe quel milieu, elle est ultra positive et elle sert, parce que si on était seul, on se reposerait forcément sur nos lauriers, on ne chercherait pas à faire toujours plus, alors que là, chaque année, tu vois la prog d'en face qui fait des training camps, tu vois la prog d'en face qui fait plusieurs regroupements, qui propose en compétition de donner des t-shirts, propose des teams médias et tout. En fait, tu regardes, tout le monde est sans arrêt en train de se rattraper et ça élève le niveau global, donc c'est top. Et ça élève aussi les prix, ce qui est bien pour tout le monde en réalité, parce que si on était nous en situation de monopole, on mettrait des prix trop hauts, et avec les autres, au final, ça arrive à s'auto-réguler un petit peu sur des prix qui sont cohérents. Et non, la compétition, je pense que c'est vraiment la même image que deux compétiteurs qui se voient en zone de warm-up. On s'encourage parce qu'on veut tous la même chose, on veut faire progresser les athlètes français. On sait que les athlètes, de toute façon, ils ne restent pas 10 ans sur la même prog. Donc globalement, ils vont avoir des changements, ils vont avoir un cycle de vie un peu alterné entre chaque prog. Mais je pense qu'après, dans le business, comme dit Ruben, on ne se fait pas de cadeaux, dans le sens où c'est un peu chacun pour sa pomme. Et puis après, ce que nous, on prône, c'est le faire avec intelligence. C'est-à-dire quand tu as un athlète qui vient vers toi et qui te dit écoute, j'hésite entre toi et lui, tu vas pas chier sur l'autre prog, quoi. C'est juste nous, on fait jamais ça. Et on espère en tout cas que les autres le font pas, parce que c'est vraiment pas la solution. C'est la voie facile, on va dire, mais c'est vraiment pas la solution. Et pour le coup, je pense que la compétition elle est saine dans ce sens-là, et les rapports qu'on a avec les progs aujourd'hui sont assez apaisés, donc c'est cool. Hop, tu aimes ce que tu es en train d'écouter? Alors n'oublie pas de mettre un petit pouce, de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochains épisodes et surtout de t'abonner. Comment ça se passe si vous avez un athlète, ou pas forcément un athlète, mais quelqu'un de lambda qui passe d'une programmation à une autre et qui se dit, qui se présente à vous et qui dit voilà, moi j'aimerais bien avoir une prog de chez vous. Comment vous la prenez en charge? Et est-ce que vous prenez contact avec
le programmateur. S'il est chez quelqu'un d'autre, tu veux Oui. dire Jules, ça tu peux. Je pense que si la personne fait la démarche de venir nous voir, Quelqu'un qui passe, on va citer un nom, parce que voilà, quelqu'un qui passe de chez Viking et qui vient chez vous. personnellement, je vais pas envoyer un message à mon concurrent pour lui dire qu'il y a quelqu'un de sa prog qui va venir chez nous. Je pense que c'est pas la peine, c'est pas à moi de faire la démarche en tout cas, je trouve. C'est plus à l'athlète de dire qu'il part et donner les raisons de pourquoi il part et pas donner des raisons de pourquoi il vient chez EMF. Enfin, je sais pas si je me trompe, mais en tout cas, moi, j'ai pas de compte à rendre à nos concurrents, tout simplement. Et après, du coup, il rentre dans le process, donc ça dépend s'il fait des programmations standardisées ou c'est un peu la même chose pour tout le monde. Ou alors, s'il vient en coaching perso, ça dépend de la prise en charge. S'il vient en coaching perso, il y a un appel avant, il y a une semaine de test et une adaptation du training de semaine en semaine, quoi. Sa programmation, elle est vraiment faite pour lui. Ok. Après, moi, ça m'est arrivé des fois avec soit des têtes d'affiche, soit des gens qui je savais et ont été longtemps chez quelqu'un d'autre, d'envoyer un message et de dire bon, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ils nous ont envoyé un formulaire et tout. Et souvent, ils me disent ah bah ouais, la semaine dernière, il nous a dit qu'il voulait arrêter, et c'est pas grave et tout va bien. Justement pour garder cette compétition saine et pas qu'on commence à s'imaginer des choses, tu vois, qu'on a débauché quelqu'un ou quoi. Donc, c'est comme ça qu'on maintient un peu des rapports sains, je trouve. Ça dépend le concurrent après. Ça dépend le concurrent. Il y a des concurrents avec qui on s'entend mieux que d'autres. C'est normal, hein, c'est des rapports humains. Mais ceux avec qui on s'entend bien, on aura tendance à aller leur parler et leur dire. Et puis les autres, on fait notre taf, c'est-à-dire la personne vient vers nous, on lui expose nous comment on fonctionne et puis c'est tout. Moi, demain, je fais de la programmation. J'ai un athlète que j'ai réussi à emmener à un certain niveau. Et là, pour X ou Y raison, il décide de partir à la concurrence. Et je vois que quand il part à la concurrence, il explose. À qui est attribué, à qui on peut attribuer les résultats? À l'ancien ou au nouveau? C'est compliqué. On dit souvent que les progrès d'une année viennent l'année suivante. Du coup, souvent, moi j'ai pu le voir, mais pas que dans le crossfit, dans l'haltéro aussi. T'as des gens qui font 3 ans chez quelqu'un, ils changent, ils vont chez un autre mec, ils PR tout leur lift ou ils PR tout leur crossfit. Et merci à la programmation, machin, que je viens d'intégrer il y a 3 semaines. Et tu sais que ce qui vient d'arriver, c'est les progrès des 3 dernières années. C'est parce qu'il vient, c'est pas la signature et les 3 semaines de prog que tu as eu avec le nouveau. Donc non, les progrès sont attribués pour moi au précédent. Mais après, c'est sûr que c'est pas répercutable sur toute la carrière. Là, ça vient d'une nouvelle dynamique aussi qui a été mise avec son nouveau coach, tu vois, ou la nouvelle programmation. Oui, il y a souvent une sorte de... Quand tu commences une programmation avec un nouveau coach, il y a souvent une sorte de lune de miel. C'est vrai que les premières semaines, l'athlète, vu qu'il commence quelque chose de nouveau, il est toujours très motivé et très investi. Et du coup, il y a des résultats qui arrivent très vite, donc dans les 2 premiers mois, de par cette sorte de lune de miel, mais souvent, le travail physique, il a été fait l'année d'avant. Donc c'est souvent ce que je disais Théo, les résultats de 2026 sont souvent en fait construits pendant 2025 en réalité. Bon, c'est bien d'avoir l'honnêteté de le dire C'est pour ça que nous par exemple on fait des semaines de tests quand les athlètes arrivent. Si la personne n'a pas tenté de PR au back squat depuis 2 ans et que là elle en tente un et elle fait plus 20, c'est pas grâce à nous. On a l'honnêteté de le dire, c'est juste parce qu'on l'a testé à ce moment-là, mais en soi les progrès viennent d'avant. Est-ce que tous les programmateurs le font, ça? Ont cette honnêteté? Alors je pense que oui, mais je pense que c'est surtout au niveau du public, en tout cas la perception. En fait, juste les gens voient PR plus 20, tag de la prog, la personne, ils se disent ok, c'est la prog. Tu vois, la perception psychologique, elle se fait très rapidement comme ça. Là où même si t'écris attention, c'est pas grâce à nous, machin, et peut-être que ça va être un peu ils vont le lire après coup et pas forcément capter. Donc voilà. Mais personne le ferait de mettre attention, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à l'ancien. Tout le monde tire la couverture à soi. Ça fait partie du game. Et puis, sans faire de langue de bois, quand on est arrivé sur le marché, on a été un peu mis à l'épreuve dans le sens où on a commencé à faire une communication avec beaucoup de contenu, avec Théo, et on essayait de tout le temps sortir des sentiers battus et c'est quelque chose qui me tenait à cœur d'éviter au maximum le mimétisme, de ne pas refaire ce que faisaient les autres et de justement faire vraiment différent et à notre image. Et au début, beaucoup de gens ont commencé à suivre, on a beaucoup de followers, je crois qu'on est la 2e prog avec le plus de followers. Et du coup, il y a eu ce truc les concurrents
et les têtes d'affiche du CrossFit français qui disaient ok, mais vous n'avez pas prouvé. Et du coup, il a fallu quand même montrer qu'on était là et qu'on était capable de faire Puis le on boulot. est toujours dans cette phase où il faut prouver en permanence Oui. dans ce milieu-là. Complètement. Et puis, Si cette année ça a bien marché aux affiliates pour certains de nos athlètes, si l'année prochaine ça marche pas, l'année où ça a bien marché, ça va être totalement oublié. Et Ouais, c'est toujours pareil, quoi. Ça, tu peux le mettre dans tous les domaines. Hein. Quand tu entreprends, tu es toujours en train de prouver. Ah oui, oui. Toujours. Du coup, on a dû faire face à ça. Quoi. Mais je trouve qu'on fait de moins en moins. Enfin, avant, on pouvait faire un peu de mimétisme avec ce qui se faisait aux États-Unis. On le fait de moins en moins parce qu'on regarde moins aussi ce qui se fait. Ouais. Moi, je lis beaucoup plus que ce que je regarde en vidéo par rapport à ce qui est fait par nos compères aux États-Unis ou autres pays anglophones. Du coup, ça nous permet, nous, de nous développer d'une manière totalement différente et je pense qu'on n'est plus du tout dans le mimétisme comme on pouvait jusqu'à il y a un an et demi, tu vois. Ouais, on a atteint une certaine forme de maturité, je pense, dans notre métier parce que... En tant que com aussi, tu vois. Ouais, puis clairement, moi, ça fait maintenant 8 ans que je coach en CrossFit. Donc forcément, au début, quand j'ai commencé le CrossFit, quand tu arrivais dans une box de CrossFit et que tu savais pas faire des bar muscle-up ou des toast to bar, il n'y avait pas 36 000 solutions. T'allais voir les vidéos de Camille YouTube. Leblanc-Bazinet. Ouais, soit Camille Leblanc-Bazinet, crossfit.com ou Carl Paoli, c'est tout. Il n'y avait pas énormément de ressources. On était un peu la première génération de coachs. Et maintenant, ça a pas mal évolué. Nous, maintenant, avec Jules et les gars, ce qu'on regarde, c'est plus de regarder ce qui se fait ailleurs en CrossFit, c'est plus on regarde ce qui se fait ailleurs dans les autres sports. Pour vraiment creuser et approfondir au maximum et prendre le plus, ce qui peut vraiment être pris, le prendre, quoi, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, EMF, c'est rentable ou pas? Non, on est venu en stop. Non, je pense. Faudra nous dépanner un ticket de bus pour le retour. C'était un 10 balles, je suis chaud. Qu'est-ce que tu entends par rentable? Parce que, disons que... Est-ce que vous êtes déjà dans l'équipe, vous êtes combien au total? En tout, on va dire une dizaine, en comptant community manager, monteur, photographe. Mais tu vois, c'est que des freelances. En gros, il y a 5 coachs. Moi-même qui manage le tout. Et on a un community manager maintenant qui est là. Et donc lui qui s'occupe vraiment du community management, des tâches opérationnelles, répondre aux mails, messages, poster et tout. Et ouais, donc ça fait 5, 6, 7, ça fait 7 personnes. Un monteur qui est quasiment qu'avec nous, qui est en exclusivité avec nous. Et après, on engage tous les mois, ou tous les 2 mois, des photographes, vidéastes et tout en plus. Donc ouais, t'as une petite équipe de quasiment 10 personnes qui travaillent à l'année sur EMF. Comment ça se passe je trouve pas mes mots. L'organigramme de EMF en fait. Qui est qui fait quoi? Et en fait, est-ce qu'il y a des salariés aujourd'hui? Est-ce que vous êtes tous en freelance? Est-ce que... Il n'y a pas de salariés. Alors nous, au niveau organisation du coup de structure de société, on a pris le choix de ne pas se laisser de se salarier, quoi. On a pris le choix de prendre que des dividendes, etc. et de continuer à se rémunérer d'une autre manière, quoi, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, non, l'objectif, c'est d'avoir que des freelances, je pense. C'est ce qui permet d'avoir le plus de liberté au niveau... La législation actuelle n'est pas adaptée au mode de fonctionnement nouveau parce que le coaching à distance, c'est quelque chose de très très récent par rapport à la loi française et puis tout simplement le marché, on va dire, français du coaching. Déjà, c'est jeune, mais alors le coaching à distance, encore plus. Et du coup, la législation actuelle, elle n'est pas vraiment adaptée sur les modèles de fonctionnement SARL, SAS, etc. Au niveau horaire aussi, comment tu traques que ton employé a fait 35 heures, tu vois, il y a des trucs, c'est infaisable. Comment tu traques s'il travaille la nuit et qu'il le fait de son plein gré, mais après, 2 ans après, il te met au prud'homme parce que ça s'est mal fini, tu vois. Du coup, comment tu prouves que c'est toi qui lui as pas demandé de travailler la nuit, tu vois. Au-delà de ça, combien de coaching tu donnes à un coach salarié si tu le salaries? Parce que là, actuellement, on est quand on prend vraiment les coachings perso, donc à distance, on est à peu près à une vingtaine, entre 20 et 25 chacun. Si tu prends un coach en salarié, comment tu décides de combien de coaching tu vas lui donner? Ouais. Puis on est convaincu, je pense que le mode freelance qu'on a amène beaucoup plus de productivité et beaucoup plus d'efficacité dans l'organisation. Et pour le moment, on n'a eu aucun départ de coach. On n'a eu que des recrutements et qui sont restés avec nous depuis le début. Hugo depuis 3 ans maintenant.
voire 4. 4. 4 ans, Baptiste depuis 3 ans, Paul, bientôt ça va faire 1 an aussi. Donc non, en vrai, ce mode-là, en fait, pousse les coachs à se bouger, quoi. En gros, leurs clients, ils dépendent vraiment d'eux. Tu vois, nous, on a des demandes de coaching perso, on leur renvoie à eux, en gros, on sous-traite, tu vois. Du coup, leurs clients dépendent d'eux. Si ils perdent leurs clients, ils perdent leurs revenus. D'accord. Tu vois, donc si Donc, en fait, c'est à eux de se bouger aussi pour garder leurs clients. C'est le site internet en fait, enfin les gens passent par le site internet, il y a quelqu'un dans l'équipe, j'imagine, qui redistribue en fonction de la demande du client. Et en fait la rémunération que le client donne, c'est au coach directement. Et nous, on récupère un pourcentage. Ok, mais vous avez automatisé ça? Oui. D'accord, Plus ou donc moins. via une plateforme Ouais. ou En gros, c'est une rétribution du coach, c'est lui qui décide Non, de en vous gros, renvoyer l'argent? Non, je te fais le parcours. En fait, tu as une demande qui arrive, il remplit un formulaire. Le formulaire est envoyé au coach. Les gars, qui a de la place, c'est redistribué vers le coach en question. Le coach récupère la personne, il gère à 100% lui-même sa facturation. Et nous, ensuite, on lui refacture, du coup, la somme, enfin le cumul des commissions sur chaque coaching. Donc, on va prendre comme base 200 €, on prend 25%. On a du coup 50 € qui nous sont rétribués tous les mois. Ok. Pour tout, en fait, 50 €, c'est pas juste facturer pour facturer, ça prend en charge Oui, mon salaire, la com, et même le fait qu'ils ont des coachings qui tombent dans leur poche, et tu sais la difficulté que Oui, c'est oui. d'en avoir. Bien sûr. Et ils ont des coachings qui tombent dans leur poche, et du coup, cette rétribution-là nous permet de nous rémunérer et continuer à alimenter le système. Et ça marche très très bien. C'est ce qui marche le mieux. Et nous-mêmes, Jules et moi-même, marchons comme ça aussi. Ouais. C'est-à-dire que nous avons aussi une auto-entreprise et on gère nous la facturation tout seul de nos coachings, etc. Ok, donc vous êtes coach au sein de votre propre société, C'est ça. vous coachez des adhérents qui arrivent par le site de MF, et en plus de ça, vous prenez les dividendes de ce que vous générez. Et en plus, donc coaching. ça, c'est juste pour la partie coaching indiv. Et ensuite, on a toutes les programmations qui sont standardisées. Donc, tu sais, tu payes 50, 60 € par mois. C'est ta prog qui tombe sur ton téléphone. Cet argent-là va directement sur la SAS EMF. Et cet argent-là sert justement à me payer moi, à payer le salaire du community manager, à payer les montages vidéo, le loyer du bureau, le matériel. Le matériel, tout. Par exemple, quand on va sur des compétitions, des t-shirts comme le t-shirt EMF Aerox que Théo a, et les t-shirts, ça sert à payer ça, ça sert à... Voilà, si tu veux l'organigramme plus ou moins. Les stages de préparation, Voilà. tout ça. J'avais imaginé de faire de la programmation, et j'aurais exactement fait comme ça. Ouais, Ça responsabilise en fait. ouais, en fait, c'est ça surtout. C'est que ça responsabilise. Chacun a une responsabilité parce que si Théo sur la com il se relâche, du coup son salaire va baisser. Ouais. Nous si on se relâche, on va perdre nos clients, notre salaire va baisser, etc. etc. Ouais. Du coup, après nous avec Ruben, mine de rien, on n'a pas que nos coachings, parce qu'on a nos progs personnalisés, on a nos progs standardisés qu'on écrit, on essaie d'ajouter des progs standards style juste pour le squat, pour le snatch, des trucs comme ça. En plus, EMF Éducation. EMF Éducation et toute la création de contenu, ça repose quand même beaucoup sur nous trois, mine de rien. Du coup, on a une charge de travail qui est quand même conséquente, et il ne faut pas croire que, parce qu'on voit EMF un peu partout, on se la coule. Ouais. Non, et puis quelque chose qui est intéressant aussi d'un point de vue business, c'est que moi je me rappelle quand j'ai fait mes premiers cours de compta en école de co, on montrait des bilans comptables et à la fin on montrait bénéfices. Et je me disais, mais là il reste de l'argent, pourquoi on le rend pas un peu aux salariés et tout? Et ce que j'ai toujours aimé avec les gars, c'est qu'on s'est toujours dit, chacun mange sur ce qui se passe. C'est jamais un salaire fixe. Là où certains vont fonctionner à dire toi tu coaches chez moi, tu fais 10 heures par semaine, je te paye tel tarif, et qu'il y ait 200 personnes sur la prog ou 500, tu seras payé la même chose. Nous on s'est toujours dit, la prog affiliate par exemple, c'est la prog pour les box. Donc en gros les coachs programment dessus, chacun fait une semaine, et en fait on a dit aux gars vous touchez tel pourcentage du chiffre d'affaires de la prog. Là où on pourrait leur dire, chaque semaine ça vous prend 3 heures, on va vous rémunérer 25 € de l'heure pour ces 3 heures, et ce serait déjà bien. Non, là on leur dit, les gars, si demain il y a 50 box dessus, vous serez intéressés à hauteur de, je sais plus combien on a mis de pourcentage, mais vous serez intéressés, et donc ça les incite eux à faire du bon boulot, et surtout ça leur montre qu'on les récompense en fait au fur et à mesure, et on pense vraiment que c'est la clé nous pour faire avancer, en tout cas c'est ce qui nous fait tenir depuis 5 ans, donc je pense qu'on a eu du bon, on a eu du flair là-dedans, et c'est ce que je conseille aux gens, c'est de pas... On voit pas mal les rémunérations tirées vers le bas en général. Les gens essaient toujours de payer le moins possible les freelances, de négocier et tout. Aller à l'inverse de ça, et je pense qu'au long terme, t'es gagnant. Et puis même dans les rapports avec nos coachs.
Ouais. On a des rapports très très bons avec eux et ils ont l'impression que EMF c'est eux aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est le cas en fait, Ouais. parce qu'ils sont intéressés. Plus EMF est gros et plus ils auront de quoi vivre. Donc, Oui, tu vois, peut-être sur des papiers associés de SAS, t'as nous deux, tu vois, mais en réalité, c'est pas. c'est juste sur les papiers quoi. C'est des papiers, quoi. Mm. C'est aux yeux Il fallait de trouver une forme légale Ouais. avec la législation actuelle et c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Non, moi je l'aurais fait exactement comme vous l'avez fait, hein. C'est top. Hein. Aujourd'hui, vous cherchez à avoir combien d'adhérents chez EMF? Il y a une limite ou finalement non? On a... Je pense que le plus possible, c'est le mieux, quoi. Ça voudrait dire qu'on ait la plus de force pour taper au plus haut niveau. Je pense qu'au bout d'un moment, toutes les programmations standardisées vont alimenter si nous, on investit dans du haut niveau, tu vois. Donc ça va être du matériel, nos déplacements sur des stages qu'on va organiser, etc. Parce que ça a un coût, mine de rien, et que tu te barres une semaine, ça te coûte 2000 € entre logement et etc. Donc, Ouais. Ouais, puis on est un petit peu aussi dépendant du marché. Le marché du fitness, il est quand même en expansion, donc nous, on essaie de faire en sorte, par notre travail, de le professionnaliser au maximum, avec par exemple EMF Éducation. Et plus le gâteau est gros, plus notre part sera grosse aussi, donc on essaye d'aller dans ce sens-là. Ouais. Et puis en fait, plus tu augmentes ton nombre d'abonnés, plus tu as des moyens aussi pour que ton haut de la pyramide s'exprime encore mieux. Je te donne l'exemple, aux États-Unis, les progs sont tellement énormes, c'est des plusieurs millions de chiffres d'affaires par mois, qu'ils construisent carrément des salles. Et sur un côté de la salle, tu as quelque chose comme ici où il y a des groupes classes et tout ça. Et puis tu as un autre côté de la salle qui est fait en miroir, où tu as le même matériel, mais c'est uniquement pour les compétiteurs. Et ça, c'est le rêve quand t'es coach, de pouvoir dire à tes compétiteurs, vous venez et vous avez une salle pour vous. Il n'y a pas d'horaire, vous vous entraînez quand vous voulez, vous avez tout le matos de haut de gamme. Et c'est vrai que nous, ce serait un objectif, tu vois, d'avoir ce genre de choses, d'arriver à installer ça. Et pour ça, il te faut de la masse, quoi. Aujourd'hui, combien ça coûte une prog chez EMF? prog personnalisée, du coup, ça va coûter 250 €. Une prog standardisée, ça va être entre 40 et 60 € par mois. Et après, des progs fixes qui vont durer entre 6 et 12 semaines, ça va être entre 90 et 150 €. Ouais, et si tu es honneur de boxe et que tu veux que ta programmation de groupe classe ce soit EMF Affiliate, en fonction de si tu payes à l'année, au trimestre ou tous les 6 mois, ça va coûter entre 150 ou 200 € Ok. par mois. Vous avez combien de box affiliés EMF aujourd'hui? On a un peu plus de 40 actuellement sur toute la France, donc, et même en Espagne Et en Belgique. et en Belgique. Luxembourg aussi, il y en a un peu partout. Oh, c'est top. Hein. Je trouve que c'est encore plus représentatif quand c'est des box qui sont affiliés directement plutôt que des... Oui, puis tu te dis, nous on est honorés parce qu'on se dit tous les jours, du coup, tu as 40 fois en moyenne 140 à 200 adhérents qui s'entraînent sur ta prog. Donc tu fais quand même bouger pas mal de monde, quoi. Et puis tu te dois de faire quelque chose de qualité parce que sinon, en fait, la fondation de tout ce qu'on fait, c'est quand même ce qui se passe dans les box. Nous tous, on a commencé dans les box. Si le cours dans la box il est mal dispensé, moi je sais que j'ai commencé dans une box au top. Si j'avais commencé dans d'autres, peut-être que j'aurais pas autant kiffé le sport. Donc c'est ultra important. C'est super important pour le développement et du crossfit et du marché du fitness. Ouais, c'est top. Du coup, les gars, on va attaquer le jeu. Are you ready for the game? À chaque podcast, il y a un jeu. Et là, ce jeu, ça s'appelle « Qui serait le plus susceptible de ?» Donc, je pose la question. Et évidemment, celui qui se sentirait le plus susceptible de répond. Donc, le premier, c'est « Qui serait le plus susceptible de snatcher 110 kilos ?» Mais alors, eux, ils snatchent beaucoup plus que moi. Donc c'est moi le chat maigre du groupe. Donc 110 c'est mon max moi. Eux ils ont fait beaucoup plus lourd. Donc je dirais eux. Jules et Théo. Mais en ce moment, Jules. Non, je sais pas. T'as Moi, encore mal c'est au juste poignet tu me mets une bande en métal autour du poignet, c'est bon. Je pense que je l'envoie. Du coup, c'est bon, moi. À poil. 110, c'est bon? Qui serait le plus susceptible d'organiser un barbecue géant après qu'il ait tapé un gibier en venant sur la route? C'est Jules ça. C'est sûr que c'est toi. Un renard, un renard en fin de vie. Avec toi, quand on disait on va faire une soirée médiévale où genre on met 10 sangliers en michoui. Putain, ça va finir en... C'est quoi le truc là, en béour, baour? Béour, le Béour. Béour. Le béour.
Je te vois trop faire ça, toi. Avec ton armure qui pèse 30 kilos, là, à courir comme un... avec l'épée qui n'a aucun sens, là. Le gibier, c'est Jules. T'as jamais fait ça? Non. Si, je te vois trop faire ça. Pas encore. Non. Pas encore. En boîte de nuit, peut-être. Il n'y avait pas l'armure, il n'y avait pas l'épée. l'armure. Qui serait le plus susceptible de regarder le Tour de France pendant une compétition de CrossFit? Bon, c'est moi, hein. Pendant Ouais, les, c'est- pendant Mais les c'est que aff- je le fais en fait. pendant les affiliates, il y avait Valentin qui passait, il était comme ça. Ah, pas tellement, Valentin, c'est pas vrai. En off. Non, mais attends. Tu peux pas regarder la compète tranquille au calme Mais disons qu'entre les WOD, tu vois, s'il y a une étape de montagne, typiquement, là, le week-end dernier, il y avait les Marseille, il y avait Albertville-la-Plagne, j'étais obligé de regarder l'arrivée, au moins l'arrivée. Putain, le mec, tout le temps sur son téléphone. Tu vois, il n'y a pas que toi finalement. Qui serait le plus susceptible de scroller pour trouver l'inspi, pour innover dans son secteur? Ouais, Théo, Ouais, c'est plus moi, ça. C'est toi ça? Ouais, c'est moi. plus Théo. Ou pas toi? Un peu moins. Un peu moins. lui, il scroll pour déconnecter son Moi, cerveau. je scroll de manière réflexe reptilien, tu vois. Alors, Ah non, mais je suis pareil. des fois, j'ouvre Insta pour faire un truc et j'oublie de faire le truc parce que je commence à scroller. Faut que t'expliques l'anecdote de Kewan. Alors, on était en stage de préparation pour les affiliés de Battle, donc avec Baptiste et Kewan, Valentin Lilou et Guilmar. Et en fait, donc il y avait entraînement de 10h à midi, on rentrait à l'appart manger et le prochain entraînement d'après était à 15h30. Et de 13h30, donc la fin du repas, à 15h30, moi je faisais des progs sur l'ordi et à côté de moi il y avait Kewan sur le canapé qui ne bougeait pas pendant 2 heures et qui faisait 2 heures de scroll continu. En fait, genre, il était habitué à ces heures-ci à normalement coacher avant de s'entraîner et là il avait un trou dans sa journée, du coup il le comblait par du scroll compulsif. C'était très drôle. Parce qu'il faut savoir que les jeunes, moi je suis né sans, enfin pas sans les téléphones, mais on va dire que c'est arrivé quand j'avais 16-18 ans et tout, et le scroll est arrivé bien plus tard, mais eux ils sont nés avec ça, directement avec le scroll. Donc en fait c'est pas du tout le même rapport que nous, quoi. Eux, c'est vraiment leur occupation principale, quoi. Ouais, encore nous, des fois, on déborde. Ouais, clairement. Mais là je pense qu'Iwan l'algorithme lui remettait des vidéos qu'il avait vues il y a 3 jours, je pense tellement. Mais tu sais que ça te fracasse le cerveau. Hein. Moi, je sais que j'ai moins de mémoire à cause de ça. Hein. Ouais, gros, il nous a envoyé une vidéo, il était vraiment... Et son à fond. Ça rend fou, son à fond. Kewan, Et le pire, c'est que tu te rends même pas compte que le son il est à fond. Hein. T'es là, tu regardes ton truc, ça fait chier que les gens qui sont autour. Non, mais bon, moi je suis pareil, hein, donc je vais pas l'accabler. Tu nous l'as fait il y a 5 minutes. Ouais, mais c'était. Personne ne l'a vu, c'était en off. Qui serait le plus susceptible de regarder l'équipe TV qui diffuse un match de curling toute une après-midi? Ça m'est déjà arrivé. Un sport comme ça, ah ouais. ouais. Moi je dirais. C'est intéressant de découvrir des sports. Ouais, moi j'ai fait la pétanque comme ça. Une après-midi, regarder la pétanque sur l'équipe TV. En vrai, c'est la folie. Je trouvais ça dingue. C'est la folie. Les mecs sont trop forts, les commentateurs, c'est incroyable. C'est des sportifs ou pas? Ouais, ça c'est la vraie question. J'allais te poser la question. Est-ce que la pétanque c'est du sport? Franchement, je joue pas mal à la pétanque et c'est comme du tir à l'arc. Ouais, Tu peux considérer que c'est un sport parce que c'est de l'adresse, c'est de la précision. Et c'est de la répétition. Il y a une recherche de performance. Il y a une recherche de performance, c'est un entraînement. Bon, les mecs, tu vois, ils sont bedonnants, ils boivent du pastis. Mais Les clichés. Bon, il y a un cliché. Oui, c'est vrai. il y a, les Français, il y a que. Comment il s'appelle Ah, t'as les noms carrément. Il a les noms et tout, putain. Ah, je me rappelle plus T'as comment le top il s'appelle, 5 non. C'est un blond, il est gaucher. Putain, je me rappelle. Dylan Rocher. Lui, il est assez athlétique, il est grand, il est assez athlétique. Il est gaucher et il est très très fort. Mais tu sais que les Africains, ils sont chauds à la pétanque. Hein. Les plus forts, c'est les Thaïlandais et Algériens, ils sont chauds aussi. Les Thaïlandais. Mais du coup, c'est. Thaïlande, Vietnam et Algériens et France. Mais est-ce que le sport il est d'origine française? Oui. Donc ça s'est exporté là-bas? De quoi, en Algérie? En Thaïlande, Algérie. Bah, après, nous, on a des colonies. Oui, non, mais c'est drôle de voir que La Thaïlande, ouais, c'est surprenant. Ouais. Ouais, mais on a eu des colonies pas loin. Hein. Ouais, l'Algérie, ça me choque pas du tout. Vraiment, ça me choque pas. Merci les gars pour ce jeu. Là, on va attaquer les cas d'études. Et donc, pour ces cas d'études, on va faire comme si vous repartiez 2-0 dans votre business.
et qu'il faudrait relancer votre activité, soit de coach ou soit de programmateur sportif. Donc je vais vous poser les questions. Et donc là, exemple jour 1, qu'est-ce que tu aurais fait, etc. etc. C'est bon ? C'est bon, parfait. Jour 1, tu n'as plus rien, ni Insta, ni client, ni site internet. Quelle est ta première action ? Créer un Insta. Mec, Moi, je commencerai avec les adhérents de la salle où je suis. Ouais, tu vas coacher un maximum, gratuit, tu te montres. Tu vas sur le terrain, Moi, je dirais pas gratuit. Peut-être avec un prix au rabais. tu te montres. Mais t'essaies de te montrer au maximum et de démarcher, d'aller parler aux gens. pourquoi un prix au rabais ? Ah bah au début. Parce que gratuit, ça fait que du coup, tu donnes aucune valeur à ton travail. Et pourquoi pas offert ? Justement, parce que tu mets aucune valeur à ton travail. Et les gens après s'y habituent. Trop vite. Ça, c'est ma vision. Et du coup, je pense que notre métier de coach en a beaucoup souffert et on souffre encore beaucoup parce qu'il y a des personnes qui ont coaché gratuitement toute leur vie. Après, ça dépend. Si c'est vu avec le client, tu dis bon là, le premier il est offert, je te le fais. Et après, le premier coaching il est offert, je te le fais. Si c'est un pity, tu vois. Ouais. Mais si c'est du coaching en ligne comme nous on fait, Bah c'est compliqué. C'est plus compliqué, ouais. C'est plus compliqué de faire offert. Moi, les premiers clients que j'avais, je leur disais que... Enfin, c'est pas les clients, mais les premières personnes que j'avais démarchées, je leur disais que je leur offrais du temps parce que là, dans l'heure qui suivait, j'avais une petite demi-heure à leur consacrer et je leur consacrais une demi-heure. Ouais, par exemple, ça peut se faire, ouais. Parce que là, j'avais du temps à leur offrir. Et ça a marché. Oui, bah oui. Ouais, ou alors, bah, si je commencerai là sans rien, bon, déjà, je commencerai par les adhérents de ma salle et je leur proposerai ce que j'avais pas fait au début. Je leur proposerai, voilà, tu veux progresser au toast to bar, je te fais 6 séances offertes. Tu les fais et après on voit. Tu les fais 2 par semaine et après on voit dans 9 séances, dans 3 semaines ce que ça donne et on voit si... Un truc comme ça, tu vois. Ouais, pour moi, c'est ça, en fait, dans tout le business, on peut parler de ce qu'on veut, marketing, valeur, mission, ce que tu veux derrière. Tout découle de la génération de prospects. Donc, comment tu génères des prospects le plus vite possible ? Soit tu vas parler au plus de gens possible, soit comme dans des supermarchés, tu donnes des free, des échantillons. Et là, c'est pareil, tu donnes un échantillon de ton temps, parce que quand tu es coach, tu sors de BP, ton temps, il a 0 valeur. Il n'est pas pris, donc tes créneaux sont dispo. Donc, tu remplis tes créneaux avec le plus de clients et de prospects possible. Il y a un taux de conversion qui va s'appliquer, et souvent il est très élevé sur des gens avec qui tu vas passer 1 heure, si tu es un peu bon dans ton démarchage et tout. Derrière, tu sais que tu offres 30 séances de coaching, tu en as 15 qui prennent, tu as un taux de conversion à 50%, c'est énorme. Ouais. Ton taf, c'est juste d'aller en chercher plus, quoi. Après, je suis d'accord avec Jules, il ne faut pas se dévaloriser, mais le truc, c'est qu'au début, tu n'as pas vraiment de valeur sur le marché, en fait. Tu n'as jamais transformé qui que ce soit, tu n'as jamais fait progresser qui que ce soit, donc je pense que les coachs doivent être un peu moins frileux, et tu le dis très bien, moins se cacher derrière leur ordi. Et aller à Basic Fit, aller parler aux gens. Alors salut, toi tu fais quoi ? Tiens, ton squat tu pourrais optimiser ça, passer du temps. Ouais. Et faire quelque chose qui ressemble. Tout ça tu peux le faire sans Instagram. Mais ça, si t'es coach dans l'âme, en général, tu le fais sans avoir une arrière-pensée. Oui, mais t'en as qui veulent trop vite avoir une rémunération, quoi. Ils se disent là je vais lui donner 2 conseils, putain il m'a pas payé, je sais. Non mais c'est exactement ça. Ouais. Moi quand j'ai lancé la page Insta EMF, pendant 1 an, j'ai mis un entraînement gratuit par jour, tous les jours. À 7h, je me levais et le premier truc que je faisais, je postais la séance. Je me rappelle le jeudi, à l'époque, je faisais encore beaucoup de compétitions. Le jeudi, c'était mon rest day. Et du coup, ce jour-là, je préparais la semaine qui suivait et je postais petit à petit. J'ai commencé comme ça, ouais. Pareil. Moi, j'avais conseillé à mon ex qui était coach justement de donner des séances gratuites. Et en fait, elle a donné 3 packs de 10 séances gratuites. Et donc, les gens s'inscrivaient sur Instagram et tout. Et en fait, première fois qu'elle a fait ça, elle en a eu 7 qui ont converti sur du payant. Deuxième fois, elle en a eu 6. Troisième fois, elle en a eu 4. Je lui ai dit, mais attends, c'est énorme. T'as aucun business où tu convertis aussi bien. Tu convertis 70%, 50%, 40%, c'est incroyable. Et en fait, après, elle est rentrée dans le truc, donc elle a commencé à avoir des coachings et tout. Mais pour moi, tout commence par là, quoi. Et il y en a qui osent pas, qui ont peur de se faire dévaloriser et tout. En réalité, il faut vraiment aller sur le terrain et donner du temps. Et même nous, on le fait encore. Ouais. On donne énormément de temps des training camps on ne fait pas payer en direct, tu vois. Enfin, on organise des trucs beaucoup de week-ends dans l'année et c'est gratuit pour nos adhérents qui sont déjà là, quoi. Même on paye, nous, là on a payé une initiation à l'aviron, tu vois, sur un week-end, sur une matinée, je sais même pas combien ça nous a coûté, mais on leur a rien fait payer. On sait que c'est à travers ces actions qui sont justement pas scalables, que tu peux pas reproduire à une grande échelle,
que tu construis vraiment quelque chose avec ces gens-là et c'est eux qui vont te recommander par la suite, quoi. Les coachs, quand ils démarrent, ils attendent beaucoup trop de résultats dans leurs premières actions. Ils s'imaginent que, pour eux, ça leur a demandé tellement d'efforts qu'ils s'imaginent que ça va transformer tout de suite de manière pécuniaire. Ouais. C'est pour ça qu'il faut le faire, je pense, dès que tu es dans tes études et dès que tu es dans ta formation de coach. Merci de le dire, parce que moi, c'est ce que je conseille à tous les élèves qui sont chez Move It Academy, c'est qu'on leur donne une carte de coach provisoire. Enfin, ça leur permet de coacher pendant leur stage, et je leur dis, mais commencez à coacher maintenant. Ouais, mais je suis pas... J'ai pas fait mon Insta. j'ai pas fait mon Insta, ou ouais, mais je suis pas encore diplômé, ils ont des problèmes de légitimité. Je lui dis, mais en fait, les premiers crash tests que tu dois faire, c'est maintenant. Ta formation, elle est déjà extrêmement courte, elle dure 4 mois. Si tu fais pas ces tests-là et que tu attends de les faire une fois que tu seras diplômé, tu auras perdu juste 4 mois, en fait. Ouais. Et ça, j'arrête pas de leur dire. Bah, ça fait très motivation et trucs un peu discipline et tout, mais en réalité, je pense que nous, on l'a compris vite, c'est que le monde te doit rien. C'est-à-dire que tu peux fournir tous les efforts que tu veux. Il n'y a rien qui conditionne un effort égale un résultat. C'est surtout dans l'entrepreneuriat, c'est une vision très salariale, ça. Tu fais ton 35 heures, tu t'es pointé, et derrière, tu as un salaire. Dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment, tu peux fournir 100 efforts, avoir 0 résultat. Et le but, je pense, quand tu es entrepreneur, c'est d'avoir très vite des espèces de pourcentages qui viennent. C'est-à-dire, tu sais que si tu parles à 10 personnes, tu vas en convertir 3. Donc ton job maintenant, c'est juste d'aller parler à le plus de batchs de 10 personnes possible. Et c'est très vite d'avoir des retours de marché comme ça, où tu vois que tes actions ont un résultat. Sinon, le cerveau humain est fait pour ça, tu vas te démotiver très vite. Tu peux pas répéter 100 fois la même chose, avoir 0 résultat, c'est impossible. Tu vas perdre la motivation, même si t'es le gars le plus discipliné du monde. Donc c'est très vite de te dire, ok, là je construis, pour le moment j'ai pas de valeur en tant que coach parce que j'ai jamais accompagné personne, donc je vais construire de la preuve sociale avec des gens gratuitement, je vais me servir de cette preuve sociale pour aller recruter les gens et cette fois-ci les faire payer. Et il y a pas mal de trucs qui marchent bien, c'est aussi faire comme disait Ruben, des tests, parce que souvent les gens prennent pas ton coaching parce qu'ils sont pas sûrs et certains du résultat. Personne n'a envie de prendre le coach qui sort de BP et qui a jamais coaché personne. Donc ton job c'est de leur prouver que ça marche, une fois que ça marche, bah, tu les convertis, tu te dis bon écoute, est-ce que ça te dit qu'on continue à faire ça mieux et payer? Et généralement, une fois que la personne elle est conquise par ton service, ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'au début, il faut donner de sa personne et il faut le donner vraiment de manière inconditionnelle. Si tu attends quelque chose, déjà ça va se sentir. Et en plus, toi, tu vas très vite te braquer quand tu vas voir que tu as un cas qui se passe pas comme prévu. Tu as un mec, tu t'investis beaucoup, au final, il dit ouais, non. Voilà, aujourd'hui encore, les gars, ils font des appels des fois de 30 minutes, 1 heure. Au final, le mec, il dit ouais, en fait. Je suis pas chaud, ou alors il commence, il fait 1 mois et puis il arrête. Ça arrive toujours. Ça fait longtemps. Hein. Ouais, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, mais À oui, nous, c'est à arrivé. nous deux, en tout cas, ça fait longtemps. Mais ça arrive, c'est déjà arrivé, ouais. C'est déjà arrivé. Jour 2, donc de 2 à 7, comment tu fais pour trouver tes 3 premiers clients? On vient de le dire. Un peu. Ouais, on vient de le dire, ouais. Aller dans les box, aller dans les salles. Ouais, aller dans les box. Aller parler. Et pourquoi pas même, si vous aimez vous entraîner et que vous aimez vraiment ça, postez vos entraînements. Et si au début vous n'avez pas encore eu de clients, vous pouvez poster comment vous avez progressé sur quelque chose. Ouais. Voilà, moi par exemple, je suis passé de, truc bête, je suis passé de 3 à 10 toast to bar en faisant ça, jour 1, ça, et poster ça, ou tout simplement aller voir vos adhérents. Par exemple, un groupe classe s'est passé, vous avez été en stage, vous avez coaché ce groupe classe. Sur tes muscle up, il te manque un peu ça, je pense que tu devrais pendant 6 semaines faire des tractions strictes et des dips stricts, ça t'aiderait à les passer. Si tu veux, je te l'écris, tu le fais les 6 semaines, et après, l'adhérent, si ça marche, il va le dire à d'autres adhérents, qui vont le dire à d'autres adhérents, etc. C'est ce qu'il a fait avec moi avant qu'on soit potes. Hein. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai commencé comme ça. Hein. Je donnais beaucoup de temps. En même temps, j'étais en stage et donc en plus j'étais en reconversion professionnelle. Donc moi, j'étais rémunéré par ma reconversion. Donc voilà, moi j'étais vraiment là pour apprendre. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans ma structure de stage et donc j'observais vachement les gens. Et quand j'allais les voir pour les corriger sur un mouvement, c'est que j'avais passé tellement de temps à les regarder faire ce mauvais mouvement que je savais que la correction que j'allais apporter, elle allait tellement être pertinente que la personne allait forcément venir me revoir pour me dire « Putain, ce que tu m'as dit, c'était incroyable, ça a tout changé ». Sauf qu'elle ne sait pas que ça fait 1 semaine que je la regarde faire et que quand je vais arriver et que je vais lui dire « Mets tes pieds plus de cette façon-là, décharge un peu, repositionne ton dos »,
fais 3 répétitions devant moi pour voir, je sais que ça change tout. Et d'ailleurs, ouais, j'ai eu beaucoup de retours comme ça. Et je faisais que ça, c'était ma façon de faire. Mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que en tant que coach, tu as besoin d'affûter un peu ton œil aussi. Nous, moi, quand ça fait longtemps que j'ai pas coaché quelqu'un en présentiel, tu sais, t'es un peu perdu, tu te rappelles plus trop comment faut faire, tu vois. Et du coup, même quand tu es dans une salle, regarder les gens, comment ils bougent, et même te dire, voilà, ils devraient faire comme ça. T'es pas obligé de lui dire au début. Hein. Tu essaies de conscientiser un peu ce qu'il pourrait faire mieux, ce que tu pourrais lui dire. Et ben, le jour où tu peux sauter le pas et le faire, quoi. J'ai une question qui me vient quand tu dis ça. Est-ce que tu peux être un très bon coach en distanciel si t'as pas été un bon coach en présentiel? Non. Au niveau retour technique, le présentiel, ça te permet d'adapter ta manière de dire. En direct. D'adapter ta manière de dire en direct, quoi, tu vois. Donc ça, on en parlait, d'ailleurs on en avait parlé, mais en gros, t'es obligé d'avoir coaché un peu en salle si tu veux coacher en ligne. Si tu coaches pas en salle, bah Un peu ou beaucoup? beaucoup, je pense. Nous, on a fait quand même 3 ans, toi, peut-être 2 ans et demi, 3 ans. Avant de commencer, ouais. Ouais, bah moi, tu vois, j'ai fait toute ma L2 jusqu'à mon M2, j'ai coaché dans des salles, donc ça fait 3 ans et demi, 4 ans. Plus les coachings à la fac, où on coach par exemple en 3e année, on coach des 2e année, etc. Mais ouais, il faut quand même des heures, juste déjà l'interaction directe, pas avoir le temps de latence du en ligne au début pour vraiment affûter son œil, comme il dit Jules, affûter sa capacité à adapter son feedback d'un profil à un autre, d'une fille à un garçon, c'est pas la même chose, d'un rugbyman à je sais pas, un footeux, c'est pas la même chose. Voilà, Il y a adapter son feedback, comme tu le dis, en fonction des profils, et puis adapter son feedback en fonction de où la personne est dans sa séance. Parce que si le mec il est à sa 3e série, qu'il va en faire 4, et qu'il est au bout de sa vie, et que tu vois, t'as pas la même façon de penser en début et qu'en fin de séance. Puis en plus, quand tu coaches en présentiel, tu peux dire un conseil, c'est un conseil qui est mal donné, c'est pas un conseil qui est à sa place, bah, c'est pas grave, c'est oublié directement s'il y a un bon conseil derrière. Si tu fais un retour et que tu donnes un conseil, le conseil c'est une saucisse, bah, c'est resté marqué, et le mec il a ancré un truc complètement pourri dans son mouvement, tu vois. Alors que vraiment, si tu t'entraînes, même moi je me rappelle à la fac, je regardais les gens, je leur disais rien, tu vois, mais je regardais les gens, je me disais, bah lui il faudrait mieux qu'il fasse ça. Lui, il faudrait mieux qu'il fasse ça. Je pourrais lui dire ça, mais je pourrais lui dire de telle ou telle manière. Moi, souvent, je dis aux gens, les coachs, quand ils vous regardent dans la rue, on a même juste bougé, on est un peu comme des garagistes, quoi. Moi, je me vois comme ça. Moi, dès que je vois quelqu'un passer, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce qui va pas. Et ça, c'est en permanence. Alors, quand je rentre dans une salle, dans ma tête, c'est la folie. Je me dis, putain... mobilité de cheville nulle à chier, et l'ouverture de bassin pas ouf. En fait, je fais un aller-retour dans la salle, il y a 15 trucs qui me disent, tu vois, toutes ces pensées-là me traversent, tu vois. Mais je pense que c'est pareil pour vous. Ouais, Jules, il adore faire des blagues sur les préférences motrices des gens. Vraiment, genre, dès qu'il voit quelqu'un marcher et tout, lui, il marche comme ça et tout, et après, chaque fois, on est mort de rire. Mais c'est vrai que... Je m'en rends pas compte. Si, je te jure, gros. T'aimes trop. Mais ouais. Ouais, j'adore faire ça, et après, quand je détecte un truc, après, je confirmer que si j'ai eu raison ou pas, tu vois. Genre, je lui dis, vas-y, fais ce mouvement pour voir. J'avais raison. Et je repars, je suis trop content, tu vois. Ouais, il y a un pattern qui revient souvent chez les stagiaires de BPGEPS dans les salles où on va, c'est qu'ils ont souvent le réflexe de eux montrer le mouvement. Ouais. Et moi, ce que je leur conseille à beaucoup, c'est essayer de prendre quelqu'un et lui faire le mouvement pour montrer à tout le monde. Vous allez voir comment vous allez progresser dans votre capacité à donner des consignes à distance. Merci. Il y a putain, c'est un truc que je dis tout le temps. C'est de la pédagogie, il y a plusieurs méthodes de pédagogie aussi, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'enseigner quelque chose juste avec ta parole, déjà, je trouve que c'est beau d'arriver à faire comprendre à quelqu'un comment bouger sans le montrer. Et Elie Margerin, quelqu'un qui enseigne le crossfit à des coachs, qui fait passer les level 1, level 2 et tout, le disait très bien, son coach c'était quoi, de boxe, de taekwondo, je sais plus, de karaté. C'était son coach de pied-point. Il était capable de lui expliquer un coup de poing sans se lever. Exactement. Et du coup, mais je suis tellement content que vous me disiez ça, parce que
Quand j'emmène des stagiaires avec moi en entreprise, eh ben, ils sont étonnés de la manière dont je coach parce que je démontre quasiment rien. Et en fait, j'essaye de tout expliquer et je leur dis que c'est comme ça qu'il faut faire parce que déjà, ça développe ta pédagogie. Et moi, j'adore faire ça. Quand j'en viens à devoir démontrer le mouvement, et pour moi, c'est un échec. C'est parce que j'ai pas réussi à expliquer avec mes mots. Alors, c'est vrai que mon explication, elle est hyper détaillée, mais voilà, Non, puis en plus, quand tu montres quelque chose, souvent, les gens n'ont pas la même capacité à activer leurs muscles que nous qui sommes entraînés. Et si tu montres quelque chose à vraiment quelqu'un qui est sédentaire ou très débutant, en fait, peut-être qu'il va te voir faire le truc, mais lui, il va faire sa compréhension du mouvement, ça va être totalement autre chose. Ouais. Donc, en réalité, je pense que vous avez raison, montrer le mouvement, c'est pas forcément la bonne option, quoi. Mais tu vois, des fois, j'explique le mouvement. Et j'ai des adhérents qui n'arrivent pas à reproduire avec mes explications. Et c'est parfois eux qui se rendent compte que le problème, il vient pas de moi, c'est juste qu'eux, ils comprennent même pas leur corps, tu vois. Déjà, il y en a, tu leur dis pousse dans tes jambes et plie les bras. Tu vois. Ouais. Dès il y a pousse dans tes jambes, tu peux pas non plus expliquer de 1000 manières. Bah si. Tu peux tendre tes genoux, des trucs comme ça, tu vois, mais... Oui, pousse tes genoux derrière, tu vois, il y a des trucs à dire, mais... Tu pousses le sol avec tes pieds. Oui, mais il y a moyen qu'il lève le cul, tu vois. Enfin, c'est ultra complexe et c'est à adapter en fonction de toutes les personnes que tu as devant toi. Je pense que ça passe par du kinesthésique aussi. Déjà, il faut toucher les personnes de temps en temps. Avec parcimonie, on leur demande bien évidemment. On a tous connu ce coach qui touchait beaucoup les nanas et les mecs, il les regardait même pas. Ça c'était ma marque de fabrique. Je faisais hyper attention à ça. Et poser la question à chaque fois. Exactement. Et à jamais les toucher de manière tendancieuse, quoi. Il n'y a jamais aucun adhérent, aucune adhérente qui peut dire que j'ai pu la toucher de manière tendancieuse, que c'était toujours... Ça, c'est assez casse-couille quand même, parce que tu vois, tu veux aider quelqu'un à faire un mouvement. Attends, du coup, là, je vais te toucher un peu le bas du dos, je vais te toucher le bas du ventre. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu vois, c'est... Ouais, il faut, mais il y a des gens qui se sentent vraiment agressés ou... Enfin, pas agressés, mais violés dans leur intimité quand ils les touchent, quoi. Merde. Non, mais c'est vrai, hein, c'est une réalité. Hein. Donc là, on était sur le jour de 2 à 7, et là, on est sur le jour 8 à 15. Donc, quel service tu lances et à quel prix? Parce que là, ça y est, tu as eu tes premiers adhérents. Donc, quel service tu lances et à quel prix et pourquoi? Ça dépend. Donc là, on est sur un coach tout secteur. Bah là, on a dit qu'on repartait de rien. Non, mais il est plus crossfit, body, perte de poids. On va dire que on va rester dans notre cœur d'activité. On va dire crossfit. Okay. Moi, je dirais le personal training, du coup, en one-one. C'est vraiment au niveau taux horaire le plus rentable. Même si on pourrait croire que le coaching en ligne, c'est rentable au niveau taux horaire, mais c'est pas du tout vrai. Et puis, c'est là où tu acquiers le plus de compétences rapidement, parce que tu passes 1 heure avec la personne, et en 1 heure, tu peux donner beaucoup de conseils, donner beaucoup de corrections, et apprendre, toi, à chercher quel tips je peux lui donner pour qu'il comprenne justement ce que je veux lui faire en personal training. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites parce que, bon là, on est avec vous, vous faites partie des plus grosses prog de France, et vous donnez des conseils pour coacher en présentiel. Et que vous êtes en train de dire que le présentiel, finalement, c'est la base de la base. Non, mais c'est important que les gens le sachent parce qu'on a, nous, beaucoup d'élèves à travers Movit Academy qui pensent qu'en sortant de leur formation, ils vont pouvoir coacher en distanciel sans une expérience assez solide sur le terrain. Et même, on a fait l'erreur, je pense, pendant quelques années, on s'est caché derrière nos ordinateurs. Hein. Enfin, avec nos clients qu'on a en ligne, en tout cas, c'est que depuis cette année où on organise énormément d'événements, où on essaie de les rencontrer au maximum, de les pousser à venir nous voir. Enfin, et même nous, si on est dans une ville où il y a un de nos clients, bah, on va le voir, on va s'entraîner avec lui. Tu vois, on essaie de pousser au maximum à ce niveau-là, quoi. Non, mais je pense que ta question, elle vient du fait qu'à mon avis, dans tes centres, tu dois avoir pas mal de gens qui disent « moi, je veux faire que du en ligne ». Oui, parce que c'est à la mode, parce que c'est stylé d'aller dans un café, de travailler sur son Mac et de faire ses progs et tout. Mais en réalité, c'est vraiment pas ce qui rémunère le mieux quand tu fais ton total à la fin. Parce que beaucoup d'échanges WhatsApp, beaucoup de programmation, beaucoup de retours, d'ajustements et tout. Ton heure de personal training, t'arrives à 8h, tu pars à 9h, t'as pris 50 € et le mec, tu le revois pas avant la fois prochaine. Les seuls messages que tu vas avoir avec lui, c'est à quelle heure on reprogramme la prochaine séance. Tu peux faire du black.
De quoi, en programmation en ligne? Non, justement, en présentiel. En présentiel, exactement. Et non, et voilà, du coup, pour nous, ça reste la base. Et en réalité, c'est le plus rémunérateur aujourd'hui. Même nous, on l'assume. C'est parce qu'on a les prog en plus, standards, mais qui viennent du fait qu'on a une grande audience, qu'on a construit sur les années. Mais aujourd'hui, je pense que si les gars devaient repartir de zéro sans EMF, ce serait personal training à fond. Ouais, tu t'envoies 3-4 heures par jour, tu remplis vite. Quoi. L'avantage du distanciel, c'est la liberté en termes horaires, géographiques, etc. Même si nous, on ne peut pas vraiment bouger de là où on est parce qu'on a une volonté de encore le développer, de faire le contenu, donc on doit être ensemble. Mais sinon, oui, moi j'ai un ami qui était dans ma promo, Nicolas De Paoli, il est parti vivre à Bali. Donc, Quelqu'un que j'ai très envie de rencontrer, on s'est déjà croisés, mais j'apprécie beaucoup son travail. on s'entraînait, on était compagnons d'entraînement en deuxième année. Non, c'est pas mal ce qu'il fait. Du coup, on est jour 16 à 22. Et du coup, on a eu nos premiers clients, on a créé une offre. Et du coup, là, il faut créer une preuve sociale. Tu fais comment? Ouais, non, mais ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que tu t'assures d'avoir vraiment des preuves des avant-après les plus claires possibles. Alors, ce qui permet de vendre le mieux un abonnement dans une salle de sport, ça reste la photo de la fille avec 10 kilos de plus à gauche et 10 kilos de moins à droite, et dire ça c'est arrivé ici dans cette salle de sport ou avec ce coach. Et nous c'est pareil dans ce qu'on fait, ça va être lui il est passé de ça à ça, et point. Ou j'ai emmené tel athlète de tel niveau à tel niveau, il n'arrivait pas à se qualifier à cette compète, il y arrive avec moi. Tu montres le process pour montrer quand même que tu es crédible dans ce que tu fais. Tu t'assures d'avoir le témoignage de la personne, d'avoir vraiment la personne qui dit ou qui raconte son histoire un peu à travers le coach et qui montre qu'elle est contente du service, que ça a bien fonctionné, un témoignage écrit si possible. Et ensuite, les gens vont vraiment s'identifier à ça. Et nous, je pense que 80% de nos coachings viennent de là. Ils ont tous quelqu'un qui les a marqués, quelqu'un qu'on a mis en avant sur les réseaux. Et ils disent moi j'ai rejoint quand vous avez mis cette vidéo sur cette personne parce que je me suis vraiment dit elle a un peu les mêmes problématiques que moi, ça me ressemble et voilà. En fait là on fait un métier où rien n'est palpable, c'est du service. Quand tu vends une bagnole, c'est facile de dire au client rentre dans la voiture, c'est bon, touche les cuirs, t'as vu le pommeau, il est trop bien, le volant, c'est simple, genre il y a très rapidement les sensations, alors que finalement quand tu vends du coaching privé, tu vends de l'air en fait. Tu vends un rêve. La personne n'est pas palpable. sûre et certaine d'obtenir. C'est pour ça que Hormozy, je pense que tu vois qui c'est, il a une équation de la valeur. Et en gros, une des inconnues, c'est la certitude. C'est pour ça qu'il met en parallèle le coaching, l'abonnement à Fitness Park à 29 € et la liposuction ou la chirurgie esthétique. Chirurgie esthétique, tu es sûr du résultat, tu sais que tu vas avoir ça. Abonnement à 29 € à Basic Fit, t'es pas sûr du tout. Et c'est pour ça qu'il y a un tel écart de prix entre les deux. Et du coup, ce qui est intéressant dans l'épreuve sociale, c'est que tu viens rajouter de la certitude. Et quand on a compilé assez, comme on l'a fait nous et d'autres progs sur les années, tu te retrouves quand tu as quelqu'un qui arrive, il peut plus te poser de questions parce qu'il est sûr, il a déjà tout vu, quoi. Donc pour les coachs, et c'est important aussi dans les coachs d'avoir un bon data tracking. Je sais que dans le powerlifting, ils le font vraiment. Qu'est-ce que t'appelles? C'est quoi le data tracking? En gros, d'avoir vraiment, je sais ce que c'est, mais c'est pour mes auditeurs. Non, mais tu prends quelqu'un en septembre 2025, assure-toi d'avoir tous ses lifts ou toutes ces mensurations et tout, de septembre 2025 jusqu'au mois où tu le coaches. Parce qu'au moins, tu pourras vraiment dire, et même pour l'athlète, tu pourras vraiment dire, moi, je l'ai recruté en septembre, il m'a quitté en octobre 2026, on est passé de ça à ça. Et pas un truc flou où oui, il a grave progressé, je te jure, il a vraiment pris sur ses barres et tout. Non, il est passé de 190 en squat à 230. Ou alors c'est une fille qui voulait perdre du poids, elle a perdu 7 kilos, elle a fait, tiens j'ai des photos, elle avait telle mensuration au début, telle mensuration à la fin. C'est ultra important et c'est important aussi pour les coachs, ça on en parlait pas mal avec les gars, c'est que souvent les athlètes ils ont tendance des fois à se perdre un peu dans leur propre tête. Et quand ils ont des phases de down, parce que ça fait ça la progression, quand ils ont des phases de down, ils ont l'impression qu'en fait ils sont en down depuis 10 ans, quoi. Et du coup, toi, avoir ton data tracking, ça te permet de dire, non, en fait, regarde, là, de septembre à décembre, t'as fait ça. Là, décembre à février, t'as stagné, mais on a quand même la preuve que t'as monté avant, donc tu vas remonter par la suite. Et c'est super important d'avoir vraiment du concret et du rationnel, quoi. Ouais, même pour eux. Ouais, même pour eux. Parce qu'ils voient où ça mène, ils voient le chemin et c'est plus simple que juste faire
faire des séances un peu qui savent pas trop la logique verticale, etc. des séances, quoi. Jour 23 à 30, du coup, on a eu nos premiers clients et on a gagné 1000 € de revenus. Ouais, c'est pas beaucoup, mais c'est 2-3 clients. Mais bon, c'est le début. J'ai commencé avec moins que ça, je crois. Putain, mon premier coaching, je l'ai eu à 25 € de l'heure. J'étais grave content. Bah ouais. De toute façon, t'allais faire quoi de ton heure si tu le coachais pas? Bah rien. C'est ça la question aussi. Rien. Non mais... Non, je vais pas dire ça, sinon je vais me faire remonter par les impôts. Mais ouais, 25 €, j'étais hyper content. Je suis rentré avec ça, je me dis, mais c'est aussi simple que ça. Genre, j'avais pris 100 balles de plus sur... Non, mais quand t'as été salarié toute ta vie et que d'un seul coup, tu passes, tu prends 100 € sans avoir envoyé 40 mails, être passé sous le bureau pour certains, et que juste, en ayant tchatché un peu et avec un peu de preuve sociale, t'as réussi à concrétiser 100 balles, c'est top, quoi. J'étais revenu chez moi, j'avais dit... à ma copine de l'époque, regarde, un truc de fou. Mais en fait, il faut juste que je multiplie cette action plusieurs fois. Et genre, mais après, j'étais devenu fou. Alors, pour moi, je m'arrêtais plus à la fin. Je m'étais dit, ok, c'est bon. Mais en fait, j'ai réussi à faire mon salaire, ce que j'avais en chômage, j'ai réussi à le faire en 6-8 mois, quoi. Donc finalement, quand mon chômage s'est arrêté, ça n'a rien changé à ma vie. J'étais hyper content. Ouais, puis c'était le fruit de ton travail. Exactement. Direct, quoi. Putain, c'était différent. Ouais. Et non, et puis en plus, ce que je trouvais dingue, c'est que je savais que je faisais un petit effort et hop, je prenais 100, 200, 300 € de plus, tu vois. Et ça me semblait pas dingue, et ça me semblait pas compliqué. J'avais trouvé la recette. Et c'est pour ça que je dis aux coachs qui sont chez Movit Academy, à chaque fois je leur dis, quand vous savez créer votre clientèle, vous pouvez bosser n'importe où. C'est la clé. Il y en a plein qui viennent et qui me disent, tu sais, je leur pose des questions en début de session, quelle formation tu souhaites faire après? Et un plein qui me sortent des trucs, c'est toujours lié au coaching. Hein. Oui, je veux apprendre la nutrition, et j'entends jamais, moi je veux faire une formation sur de la vente, je veux faire de la formation pour savoir traquer de la data, je veux de la formation pour... c'est jamais lié au business. Alors que pour moi, ça c'est la base, tu vois. L'anatomie, tu vas à la Fnac, si tu sais ou tu sais pas, hein, il n'y a pas de... Tu vois. Alors qu'apprendre à vendre, c'est pas tu sais ou tu sais pas, c'est une manière d'être, une façon de faire, c'est technique, quoi. Donc les gars, formez-vous dans le business si vous voulez réussir dans le coaching sportif. Du coup, on a gagné nos premiers 1000 €. Comment tu les réinvestis pour faire grandir ton business? On achète des micros. Moi, je me rappelle, tu te disais ça par rapport au coach qui sortait de... Moi, je crois que un des premiers livres que j'ai acheté avant de créer EMF, c'est le e-marketing pour les nuls. Je l'ai toujours, je crois, chez mes parents. Je crois que je peux le trouver. Ouais, et genre, il y avait des trucs du style que tu n'apprends pas du tout en STAPS, mais créer ton client idéal, est-ce que c'était qu'un prospect, tu sais, des trucs comme ça. Donc ouais, acheter une caméra, se former sur du marketing, peut-être trouver... Maintenant, il doit y avoir des formations en ligne à 200-300 € où tu as des bases. Quoi d'autre, Théo? Non, c'est ça, c'est ce que tu as dit, se former au commerce en fait. Se former à vendre, t'as ta compétence numéro 1 qui va te rapporter. C'est pas... Guillaume, il a une formule que j'aime beaucoup, c'est la boulimie. Je crois que c'est boulimie de formation ou un truc comme ça. Et j'aime beaucoup parce que c'est vrai que tu le retrouves pas mal dans les coachs où tu sais, t'as des coachs avec les bio Insta, il y a BF2 Altero, BF3 Powerlifting, je dis de la merde, hein, mais t'as un long de trucs comme ça et le mec il a 3 clients, tu vois. Ouais, j'en connais comme ça, ils me rendent ouf. Et tu te dis... Viens pas démonter ma théorie. J'essaie d'aller quelque part là. Non mais en gros, t'en as plein qui ont tout ça et derrière en fait tu leur reparles et tu les revois sur les réseaux et tu vois que ça progresse pas en fait. Mais que les mecs continuent à s'investir dans la formation et c'est qu'ils regardent du mauvais côté. En fait, ils doivent regarder du côté prospection et eux ils regardent du côté formation, ce qui est très bien. Vraiment attention, il faut se former, il faut être qualifié et tout, mais c'est pas la priorité. Il faut savoir prioriser un petit peu et je pense que t'en as beaucoup qui se perdent là-dedans en fait, à se surformer et même au bout d'un mois à perdre pied avec la réalité en fait. Ils vont coacher des gens en plus débutants, qui vont souvent venir pour de la perte de poids ou des apprentissages basiques dans le sport. Et les mecs, ils ont un niveau de formation bac plus 18
dans tous les Ouais, domaines. faut que leur niveau de formation soit cohérent avec ce qu'ils visent comme clientèle aussi. Non, mais c'est ça. C'est le mec se forme sur des choses qu'il va peut-être même pas retrouver sur le Exactement. terrain. Alors que moi, alors je dis moi, mais j'ai tout de suite compris ça. Je me suis dit, bah en fait, je vais pas me former. Enfin, je vais partir avec cette petite base qui était le BPGEPS. Et je vais avancer et je vais me former au fur et à mesure des épreuves que je vais rencontrer. Et donc, dès que je tombais sur une patho que je connaissais pas, bah, je disais aux clients que je connaissais pas et je revenais le lendemain et j'avais épluché tout ce que je pouvais sur la patho. J'étais allé voir, j'avais téléphoné à des spécialistes et je revenais, je savais de quoi je parlais, tu vois. Avec cette base que tu as dans le BPGEPS, ça te permet de faire ça, même sur un CQP. Ça te permet de faire ça. Mais, et ça te permet de faire ça, il faut que tu fasses ça dans tout. Dans absolument tout. D'ailleurs, j'ai posté un truc là il y a pas longtemps là-dessus, je sais plus qui c'est, le mec qui a créé Virgin. Il disait quand vous avez une opportunité devant vous, tu l'as vu ce post? J'adore parce que c'est 100% ma façon de faire. Quand il y a une opportunité devant toi, prends-la Et après, t'apprends. et après t'apprends. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un petit peu, C'est vendre avant d'avoir son produit, quoi. Non, mais c'est en gros, tu vas faire une rando dans le coin, là, à 200 mètres d'altitude, un petit truc chill. Tu vas pas te ramener avec les bouteilles d'oxygène et des crampons et des bâtons et tout. Et t'en as beaucoup, ils se préparent au monde professionnel de cette manière-là. C'est-à-dire, ils se blindent de compétences pour affronter un monde qui n'est pas du tout à la réalité de ce qu'ils vont. Enfin, de leur niveau de formation. Et en T'es en train de fait, me dire que j'ai pas besoin d'un vélo à 15 000 €? non, exactement. non, et t'en as beaucoup, en fait, qui se préparent comme ça et ils se disent, bon, bah, au moins, si l'opportunité, elle tombe, je serai prêt. Mais le truc, c'est qu'elle tombe jamais. Parce que tu n'as pas encore accédé à ce niveau-là, quoi. Et qu'il a même pas créé l'opportunité. Ouais, voilà. Et puis c'est intéressant ce que tu disais, être confronté à des situations pour pouvoir, une fois que tu es confronté à la situation, faire la recherche. Parce que souvent on veut faire des formations pour avoir le savoir, comme si ça tombait dans une musette et vas-y c'est bon. Alors que quand tu apprends comme ça, tu comprends mieux au final ce que tu apprends. Non, mais tu passes. Alors, c'est vrai que quand tu passes en dehors des sentiers battus et du scolaire, tu perds beaucoup de temps. Moi, je vois quand j'ai voulu me lancer dans le montage vidéo, parce que j'avais besoin de faire du montage vidéo pour des projets, laisse tomber les tutos YouTube, je me suis arraché la tête. Comment améliorer la colorimétrie, comment faire ressortir plus ses yeux. Mais laisse tomber. Alors, tu passes beaucoup de temps, mais à la fin, tu as passé tellement de temps que tu sais très bien le faire. Surtout, t'as appliqué en direct. Là où le modèle scolaire qu'on a aujourd'hui, c'est on va t'apprendre des trucs pendant 5 ans d'études supérieures, plus lycée, collège, tout ça. Et après, à 23 ans, on va te jeter comme ça dans le monde professionnel et on espère que tu as bien écouté et tu as bien pris des notes parce que ça sert maintenant. Là où voilà, des formats comme on a nous, où tu as une problématique, là par exemple, tu dois monter un podcast, tu vas regarder comment monter un podcast, tu le montes et la compétence, tu l'as apprise et intégrée et appliquée directement dans la même journée, quoi. Circuit très court. Voilà. Non mais ouais, moi de toute façon aujourd'hui je fonctionne que comme ça. Je sais pas faire autrement. Accumuler beaucoup d'informations. D'ailleurs quand je suis sorti du BPGEPS, je pense que j'ai fait comment on appelle ça? Une décompensation. Je suis sorti du BPGEPS, un mois après tu me reposes des questions sur mes cours, mais laisse tomber. Non mais tellement t'as accumulé, tu sors de là, t'as le cerveau liquéfié quoi. Bon forcément quand tu remets les pieds sur le terrain, t'as quelques petits rappels et tu te remets dedans et ça va, tu vois. Nous à la fac on avait un cours, c'était le meilleur cours je pense, c'était avec Mounir où il nous donnait un sport insolite et on avait une semaine pour préparer une séance intégrée, une séance dissociée, donner une analyse biomécanique, énergétique. Et du coup, tu étais obligé de prendre le sport, l'éplucher, voir les facteurs de performance, créer des séances cohérentes et tout, te filmer et tout. Et du coup, ça te forçait à te creuser la tête et pas juste recracher des cours. C'était, je pense, un des meilleurs cours. C'est top ça. J'avais eu le bûcheronnage sportif. T'as vu quoi, toi? Ça c'est génial ça. Kayak? Putain, le bûcheronnage sportif. Ah mais c'est vrai que c'est un kiff. Hein. Tu regardes les vidéos en boucle, pour comment améliorer sa performance, comment... ça doit être chaud en plus à faire ça en mode sportif, ce truc. Hein. Ouais, tu sais, c'est les compétitions là où ils se mettent à scier le plus vite possible. Et c'est pas la hache? Non, en fait, il y a plusieurs disciplines, dont une où tu as le rondin et tu dois le scier le plus vite possible. Et genre, les mecs, en 8 secondes, ils arrivent à scier le rondin de bois et voilà, c'est champion du monde. Ils ont des obliques d'un autre monde. Ah, ils ont des obliques Ouais, non, mais c'est sûr. puissants. Non, mais c'est sûr. Top, on a fini le jeu.
Merci les gars, merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à Merci toi. à toi, Mehdi. Merci à l'équipe Merci. de nous avoir accueillis. Avec plaisir, on vous accueillera toujours avec plaisir. Là, je suis en plein phare, là, je vois rien. C'est l'heure d'aller manger. Allez, on va manger. Ciao les gars. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pourrez retrouver différents épisodes avec plein d'autres intervenants et vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux, donc Move It Academy, Move It Attitude et Move It Coaching.